tous, c'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. Au sommaire de cette émission, nous allons direction Bopop. Là-bas, nous allons prendre des nouvelles des 12 stagiaires qu'on a suivis durant leur formation. 8 stagiaires ont eu leur examen, donc on leur dit félicitations. Mais on en parle avec Marie-Hélène dans notre rubrique Job et Éducation. Ensuite, avec Jamie Waimo dans notre rubrique C'est Sport, on parlera handi basket. Et enfin, donc dans notre rubrique C'était hier, nous parlerons de James Paddon, qui il était, comment est-il arrivé en Nouvelle-Calédonie, à savoir que James Paddon est le premier à faire venir donc des chevaux en Calédonie. Mais avant de développer tous ces sujets, retrouvons notre invité du jour. Alors, je reçois aujourd'hui Claire Chauvet, vice-présidente de Stop OGM. Bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, merci beaucoup de nous recevoir. Alors, OGM a lancé une pétition donc au mois de mai, une pétition contre le blé transgénique, donc OGM, un blé qui vient de l'Australie. Alors, vous avez justement lancé cette pétition. Aujourd'hui, plus de 10 000 signatures. Vous êtes satisfait du résultat ? Oui, très satisfait. Ça a été une mobilisation qui nous a beaucoup occupé cette année. Mais 10 000 signatures, nous, ça nous encourage beaucoup. Il y a eu une mobilisation des citoyens et un réel souci par rapport à cette problématique du blé. Et donc, pourquoi cette pétition, en fait, c'est que l'Australie, qui est un partenaire commercial important de la Nouvelle-Calédonie, est aussi un gros producteur d'OGM. Il y a déjà des cultures qui sont faites là-bas, qui sont OGM, qui sont le colza. 20% du colza est OGM en Australie, 100% du coton est OGM. Et aujourd'hui, l'Australie a décidé de devenir le premier pays dans le monde à produire du blé génétiquement modifié. D'accord. Donc ça fait 5 ans qu'ils font des essais dans différents États de l'Australie et ils prévoient une commercialisation progressive, mais à partir de 2015 l'année prochaine. Donc ça inquiète beaucoup, ça nous inquiète beaucoup, ça inquiète les Calédoniens. Pourquoi ? Parce que la quasi-totalité du blé qui est consommé en Nouvelle-Calédonie est importé d'Australie. Alors justement, la Calédonie importe beaucoup de l'Australie, vous le dites. Donc vous avez rencontré justement des élus par rapport à ça. Comment s'est passé ces rencontres et comment vous les avez convaincus que ce n'est pas bon justement d'importer ce genre de produit, donc par exemple le blé OGM? En fait, ça résulte quand même d'un travail qui a été mené depuis depuis plusieurs années maintenant. Ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire que les élus, on les a déjà rencontrés à plusieurs reprises. Il y a un travail qui a été fait en 2013 avec le comité consultatif de l'environnement où Stop OGM Pacifique a participé à la rédaction d'un texte de réglementation des OGM en Nouvelle-Calédonie, à la fois sur les culture d'OGM, mais aussi sur l'étiquetage des produits, l'alimentation animale, la restauration collective. Donc c'est un travail, j'ai envie de dire, de longue haleine, où on a discuté avec les provinces, le gouvernement, le Congrès, donc ils sont bien au courant de la problématique. Ce qui se passe, c'est qu'en février de cette année, donc avant les élections, le gouvernement a adopté 2 textes de réglementation des OGM. Donc le premier qui est une interdiction d'importation des semences transgéniques de céréales et de fruits, pas de semences maraîchères, mais ce texte, cet arrêté en fait est entré en application en juillet de cette année. Donc ça a été déjà une grosse avancée pour notre association et puis pour la Calédonie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut plus par exemple importer de semences de papaye OGM, qui était quand même une grosse menace pour le territoire. Mais par contre, donc le gouvernement avait aussi adopté un texte réglementant l'étiquetage des produits des denrées alimentaires contenant des OGM. Et ce texte-là avait été transmis au Congrès avant les élections et malheureusement, il n'a pas été examiné. Et aujourd'hui, en fait, c'est en stand-by. Donc ça a été renvoyé au gouvernement. Voilà. Donc on a pu en discuter avec les élus et c'est là qu'on Alors justement, vous avez rencontré des élus il n'y a pas si longtemps. Quel a été le résultat? Est-ce que justement vous avez demandé l'interdiction de ces produits-là? Qu'est-ce qu'il a été dit?
Est-ce ils vous ont fait des promesses Alors on a rencontré la présidente du gouvernement, Cynthia Lijard, qui connaît la problématique, qui nous a dit qu'elle était préoccupée et qu'elle allait assez rapidement réunir les différents membres du gouvernement qui sont en charge du dossier, parce que c'est un dossier transversal qui touche l'agriculture, la santé, l'économie, l'environnement. Donc elle va les réunir pour faire un point sur cette réglementation, notamment étiquetage, à minima, voire plus, si nous, ce qu'on souhaiterait, et ce qu'on lui a dit, c'est qu'on souhaiterait que les élus se positionnent de façon plus globale sur une volonté d'être un pays, un territoire sans OGM. Donc on espère qu'elle poussera cette demande. Et quant à M. Yano, il a également écouté ce qu'on a eu à lui dire et il va examiner donc, avec ses collaborateurs et en lien avec le gouvernement quelle est la meilleure solution juridique à adopter, sachant qu'il y a plusieurs possibilités. Est-ce qu'une réforme n'est pas justement demandée par votre association? Parce qu'on sait que les questions d'importation, il y a une question de contrôle, de douane, de savoir d'où vient ce produit, comment est contrôlé ce produit. Donc est-ce que vous demandez une réforme ou pas? En fait, en matière d'OGM, nous, ce qu'on demande de façon urgente, c'est un étiquetage. C'est-à-dire que... l'étiquetage aussi, c'est un problème en Calédonie. Enfin, pas un gros problème, mais je veux dire, UFC Que Choisir parle aussi de l'étiquetage. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il y a sur les produits. L'étiquetage n'est pas complet. Donc, vous demandez aussi de l'étiquetage. Comment vous voulez qu'on travaille sur l'étiquetage, en fait? En matière d'OGM... ce qui est important, c'est que les consommateurs puissent choisir ou non de consommer des OGM. Il est très difficile au niveau des lois internationales du commerce. On est soumis à un certain nombre de lois. Il est difficile d'interdire d'importer certains produits. Par contre, ce qui est possible en matière d'OGM, c'est d'informer le consommateur en mettant en avant le principe de précaution. Certains consommateurs ne veulent pas manger d'OGM. On ne sait pas. Aujourd'hui, on n'a pas de preuves qui nous disent que les OGM ne sont pas dangereux pour la santé. Il y a des études indépendantes qui montrent qu'il y a des gros problèmes, des tumeurs, des cancers, des allergies, des problèmes hormonaux liés à la consommation d'OGM. Donc les consommateurs doivent être en mesure de pouvoir lire l'étiquette, de dire « Ok, c'est fait à partir d'OGM, je ne veux pas en consommer ». Donc c'est le minimum. Nous, c'est ce qu'on demande, un étiquetage des OGM. Après, à la Calédonie aussi de prendre des mesures d'interdiction si nécessaire pour certains produits ou de demander à ses fournisseurs, enfin à ses importateurs plutôt, de se fournir dans des États en Australie qui vont garantir du blé sans OGM, en Nouvelle-Zélande ou dans d'autres pays. Il faut savoir que le blé OGM n'existe pas encore, n'est pas encore commercialisé. C'est-à-dire que 2015. Ni en Australie ni ailleurs. Les États-Unis et la Russie, qui sont des gros producteurs de blé, n'ont pas été vers cette solution parce qu'ils avaient peur de perdre des parts de marché. Donc s'il y a une résistance aujourd'hui et très rapidement de pays comme la Nouvelle-Calédonie, mais peut-être qui importent des plus gros volumes comme l'Indonésie, des pays asiatiques qui disent non, on ne veut pas du blé OGM, peut-être que l'Australie reculera. D'accord. Mais les Calédoniens ne se posent pas toujours souvent, quand on est en tribu, on ne se pose pas la question de ce qu'il y a dans ce produit-là, parce qu'on a acheté dans un magasin, on est assez confiant sur ce qu'on achète. Donc du coup, comment informer la population? Donc est-ce que vous allez justement dans les tribus pouvoir informer la population de ce que contient justement la nourriture qu'on mange tous les jours? Nous, on a fait pas mal de sensibilisation sur nos MEA, mais aussi en brousse. On répond aux demandes, aux invitations qui nous sont faites. Ce qu'on demande aux gens, c'est de réunir au minimum une quinzaine de personnes et d'organiser la communication des événements. Nous, on vient, on fait des projections de films, on explique quelle est la problématique avec les OGM. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la meilleure façon de limiter sa consommation de produits génétiquement modifiés, c'est de consommer aussi des produits locaux qui viennent du champ, qui viennent du jardin, dont on est sûr de la provenance. On ne peut pas avoir une garantie 100%, mais au moins, moins on consomme de produits transformés et qui viennent de loin, plus on est sûr de consommer des produits sains. Tout à l'heure, on a parlé des élus. Nicolas Hulot est venu sur le territoire. Est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce que vous avez obtenu quelque chose de sa part?
Oui, bah, on a eu la chance de pouvoir le rencontrer. Il a signé notre pétition, il nous soutient. Il a aussi discuté de cette problématique avec le gouvernement et notamment Madame Lijar. Il est très préoccupé par les OGM. Au niveau mondial, c'est vraiment un enjeu énorme en ce moment et il y a beaucoup de pays qui sont mobilisés pour essayer de faire barrage aux OGM et à ces grosses multinationales qui essayent de contrôler notre alimentation et l'agriculture. Donc il a été très préoccupé et il en a fait part aux élus et il a signé la pétition. Alors quels sont les autres projets qui attendent l'association Stop OGM pour l'avenir? On est en fin d'année, donc l'année 2015 arrive à grands pas. Quels sont les grands projets de l'association? Nous, c'est vraiment, ça va vraiment être 2015, ça va être une réglementation pour l'étiquetage et également une amélioration de l'arrêté sur les semences pour une interdiction totale des semences transgéniques en Nouvelle-Calédonie. Ça va être les deux grands combats et puis on a la marche Monsanto en mai. S'il faut, on se mobilisera dans la rue devant les élus pour leur montrer qu'on attend des résultats pour cette année 2015. Alors un message aux Calédoniens de faire attention à ce qu'on mange et ce qu'il y a dans nos assiettes aujourd'hui. Oui, voilà, bah après, c'est faire attention, c'est sûr, au maximum cultiver son champ, au maximum consommer des produits locaux. Et puis, parce qu'il faut aussi faire en sorte que l'alimentation, elle ne voyage pas. Aujourd'hui, il y a des problèmes de changement climatique. On ne peut pas se permettre comme ça de continuer à importer. Les aliments font 3 fois le tour de la planète avant d'arriver dans nos assiettes. Ça, on le sait. Les gens vont ne pas arrêter d'ici là d'importer ni d'exporter parce que voilà quoi, c'est au niveau de la commercialisation, ça tourne toujours. Donc, Mais un autre message important, c'est de dire mobilisez-vous. On peut réussir grâce à des pétitions, grâce à de la mobilisation citoyenne. Donner son avis, c'est important. Et voilà, le message, c'est aussi de nous soutenir parce qu'ensemble, on peut faire en sorte que les choses changent. Voilà, Claire Chauvet, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Alors, je reçois Davina, comme d'habitude, pour l'agenda du pays après l'invité. Ça va? Oui, ça va. Bonjour Élise. Bonjour. Et bonjour à vous à la maison. Je vois que tu es en forme. En forme, toujours en forme pour te recevoir. Bah, c'est bien en ce premier jour d'être en forme d'ailleurs. Oui. Aujourd'hui, je te propose qu'on aille du côté de Païta pour commencer, si tu veux bien. Okay. Parce que il y aura une petite coupure de courant électrique demain. Donc sur les régions, ça commence bien. Sur les régions donc, des lotissements Georges-Lucien, les jardins de Metzger, la zone de la Ziza, le morcellement Bernanos. Donc ça se passera demain, je vous le disais. De 19h à 21h. Donc voilà, prenez vos précautions, on va dire. Ensuite, on va s'intéresser à quelque chose d'un peu particulier, j'avais envie de partager avec toi. En fait, ça s'appelle Une bouteille à la mer. C'est un projet qui est porté par 2 artistes, en l'occurrence Jamie Oumana et Myriam Chouam. Et ils sont soutenus dans leurs actions par le Centre d'art de la mairie de Nouméa. Et en fait, ce projet, ça consiste à recueillir des messages écrit de personnes, de n'importe qui, ça peut être toi, moi ou quelqu'un d'autre qui veut laisser un message et le partager avec quelqu'un d'autre dans le monde. Ben voilà, en fait, il faut l'écrire et puis il faut le remettre à ces 2 artistes. Ils les mettront ensuite dans des espèces de sculptures qu'ils auront fait à partir de bouteilles en plastique qu'ils auront recyclées, sculptées, tout ça. Donc ils les mettront dedans et en plus, après les balanceront à la mer pour que ça fasse un trajet et puis que ça se balade. Ce message, il doit voyager. En espérant qu'il arrive à destination. Ben oui, toujours. Voilà, donc très bonne idée parce que du coup, ils font aussi du recyclage avec ces bouteilles. Donc c'est pas mal, le principe n'est pas mal. Donc si je veux participer, alors où est-ce que je dois justement envoyer ou laisser mon message? Alors si tu veux participer, si vous aussi à la maison vous êtes intéressé, il faut laisser vos messages. Donc soit au Centre d'art au Faubourg Bonchot ou alors si vous allez dans le cadre de l'exposition à l'île aux Canards, vous pouvez aussi déposer là-bas votre petit message jusqu'au 8 février. Par contre, il y a la Maison du Livre aussi à Nouméa qui peut recevoir et récupérer vos messages. Mais eux, c'est jusque-là, fin de cette semaine. Et puis sinon, pour ceux qui ne veulent pas se déplacer, il y a aussi le contact mail, donc, qui est le suivant, botelimar@yahoo.fr. Et bien voilà, à vos stylos. Et puis, qui sait, peut-être que votre message sera lu et arrivera à destination, je ne sais pas. Donc toi, tu as un message peut-être à faire passer? Moi j'ai écrit mon petit message et je voudrais bien que quelqu'un de l'autre côté de la planète puisse... Alors qui
À qui veux-tu envoyer un message? N'importe qui, celui qui voudra bien récupérer ma bouteille et lire ce message que j'ai envie de partager avec quelqu'un d'autre dans un autre pays. Voilà, qui sait, peut-être que notre message va arriver en Amérique du Sud, aux États-Unis. Pourquoi pas, dans l'esprit de partage de Noël, Élise, tu vois. Voilà, joyeux Noël à tous déjà. Hein. Donc et puis on continue, hein, toujours à Nouméa, avec une remise de médaille du travail et de la ville. C'est ça, c'est tout à fait ça, Élise. Donc, il y aura demain, à partir de 18 h, la remise de 27 médailles de la ville et de 29 médailles du travail. Ça se passera en salle d'honneur de la mairie de Nouméa. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Alors, la médaille du travail, c'est remis sur la demande de l'employé pour récompenser le nombre d'années de travail effectuées au cours de sa carrière professionnelle. Par contre, la médaille de la ville, c'est remis à des agents retraités de la ville pour leur permettre d'accéder, tu sais, c'est symbolique, d'accéder toujours à la ville et de veiller sur cette ville. Voilà. D'accord. Bon, c'est bon à savoir tout ça. Hein. Alors, on va dire bravo déjà aux personnes qui vont recevoir toutes ces médailles. Et puis, on va dire bonne continuation à tous. Et dis-moi, pour la suite, où est-ce qu'on va recevoir des médailles? Où est-ce qu'on va? Pour la suite, on va du côté de la médiathèque Louis Bastien à Koumac pour un petit rappel qui concerne l'opération bébé lecture. Donc pour les enfants de 0 à 3 ans, là, ça aura lieu donc mercredi 17 décembre à 16 h. Avis aux mamans, venez participer au dernier rendez-vous des bébés lecture pour l'année 2014. Voilà, et en vue des vacances et des fêtes qui approchent à grands pas, il y aura justement un centre de loisirs un peu particulier proposé du côté de Pindaï, à Népouï-Poya. Oui, c'est tout à fait ça, Élise. Donc, centre de loisirs organisé par l'association Omnisport de Népouï en partenariat avec le Point Information Jeunesse et la province Nord, pardon. Ça concerne les enfants qui ont entre 3 et 12 ans. Et le thème, je vous l'avais dit, c'est devenir lutin du Père Noël. Donc, pour ceux que ça intéresse, il faut se rapprocher de Sylvie si vous habitez Pointe-Bout ou Connay. Donc, elle est joignable au 47 30 66. Donc après, pour les enfants qui sont sur Poya, là, il faudra appeler Suzanne à la mairie. Donc le numéro de téléphone pour joindre Suzanne, c'est le 47 12 50. Et enfin, si vous êtes sur Népouï, là, il faudra appeler Tita au Point Information Jeunesse. Elle est joignable au 47 24 27. Voilà. Donc, ce centre se tient du jeudi 18 décembre jusqu'au samedi 20 décembre et ensuite du lundi 22 au mardi 23 décembre. Renseignez-vous vite car il y a encore quelques places, mais bon... faut vite appeler, quoi. Voilà, et pour finir, un petit mot de la mairie de Koumac pour ses usagers en vue de la fête de Noël. Oui, c'est ça, Élise, tu sais, je t'en avais parlé, le mercredi 24, il y aura le Père Noël sur Koumac. Donc, il y aura un grand dispositif mis en place pour accueillir tous ces enfants. Il est demandé, chers parents, que si vous avez déjà inscrit vos enfants, que vous les accompagnez, bien sûr. Il n'y aura pas de système de garderie. Donc, c'est vous qui venez, qui vous occupez de vos enfants, qui les suivez tout au long de la journée. Et il est demandé aussi, il est plutôt dit aux parents que si l'enfant se présente seul à l'entrée du site, eh bien, il ne sera pas accepté. Donc, c'est dommage, ne leur gâchez pas leur Noël, accompagnez-les en ce jour de Noël. Voilà, donc pour les parents, message pour les parents, surveillez vos enfants. Merci, Davina. Merci, Élise, et au revoir tout le monde. Allez, on retrouve Jamie pour notre rubrique C'est Sport. Bonjour Jamie, donc les rois du shoot sont de retour avec une nouveauté. Alors quelle est-elle? Bonjour Elise et bonjour à tous. En effet, le handi basket fait son retour ici dans NCTV justement pour parler d'une rencontre internationale. Sachez que s'est déroulé le 6 et 7 décembre dernier le premier tournoi international d'handi basket. Donc l'invité de ce tournoi, c'était l'équipe d'Australienne. C'est un tournoi qui vient témoigner la bonne santé de cette discipline car il faut savoir que le pays s'est doté d'un championnat d'handi basket, un championnat composé de 2 équipes. L'équipe d'Azan qui signifie l'association handisport adapté du Nord, puis le club du CBR qui signifie le club de basket rugby, un club du Sud. Donc ce sont les 2 prétendants au titre du championnat de Nouvelle-Calédonie, créé en 2013, affilié à la Ligue calédonienne d'handisport. Donc 9 rencontres sont organisées chaque année et l'équipe qui aura gagné le plus de confrontations, sera sacrée championne de Nouvelle-Calédonie, tout simplement. Alors, est-ce qu'on a le nom du champion de Calédonie? Alors, j'ai le nom, Élise, du champion de Nouvelle-Calédonie, mais également le nom du vainqueur de la Coupe de Calédonie.
Eh bien, c'est le club du Nord, l'équipe d'Azan. Donc, les hommes d'Adrien Abdoel qui ont fait le doublé cette année. Une belle performance. Je dirais même que c'est un véritable exploit pour des joueurs qui ont découvert récemment cette discipline il n'y a pas longtemps. C'est une bonne nouvelle. Et puis, je dirais que c'est de bon augure pour cette discipline et son implantation dans le Nord. Là, on peut dire que l'handi-basket en province Nord, ça commence à devenir du sérieux. Et puis, nous sommes en 2014, donc la création d'un championnat témoigne justement du succès de la discipline. En effet, nous accueillons de plus en plus de joueurs. C'est ce que disait Adrien Abdoel, qui est agent de développement au sein de l'Azan. Donc, au tout début, les rencontres étaient organisées dans le but de se retrouver. Objectif, c'était d'abord de créer un groupe autour du basket. Donc, le groupe s'est créé et s'est transformé en un groupe de basketteurs assidus aux séances d'entraînement et qui affichaient motivation, sérieuxité et détermination, des ingrédients essentiels donc pour la création d'une équipe, mais surtout d'un championnat. Alors, à quel moment ont débuté les premières rencontres? Alors, les premières rencontres ont débuté en 2011, donc sous forme de matchs amicaux, donc des rencontres amicales entre les deux seuls clubs du territoire, l'Azan et le CBR. Et puis, au fil du temps, les organisateurs se sont aperçus de la popularité de la discipline. Donc, le nombre de pratiquants, je le répète encore une fois, qui augmentait, je dirais, à chaque séance. Et justement, c'est à partir de là qu'ils ont créé donc, un championnat, mais également de former une sélection calédonienne dans des sports. Voilà, Elise, une sélection calédonienne qui voyage, une sélection qui défend les couleurs du pays, notamment en Australie. Donc, à chaque tournoi départemental qui se déroule sur Brisbane, donc tous les ans, au mois de juin, notre sélection calédonienne se déplace vers l'Australie pour participer à un tournoi international, un tournoi départemental. Je dirais que c'est une bonne chance pour venir encourager une nouvelle discipline qui est tout de même, Adrien Abdoel le signalait, la sélection calédonienne d'handi-basket, malgré ses débuts un peu difficiles, avec ses résultats, elle montre qu'elle a quand même un niveau départemental, donc celui des Australiens. Voilà, donc chapeau. Alors, quelle est l'actualité de l'handi-basket en Nouvelle-Calédonie? Alors, l'actualité, Elise, l'handi-basket bouge et propose désormais des rencontres internationales. Je vous le disais tout à l'heure avec le premier tournoi d'handi-basket qui s'est déroulé sur Pointe-d'Imier. Donc, il y a eu des rencontres entre des équipes calédoniennes, nos deux équipes, face aux équipes australiennes qui tout de même partaient, je dirais, partaient favorites. Voilà, partaient favorites. Voilà, c'est ça, partaient favorites du tournoi. Je vous propose de revenir sur ce tournoi. Donc l'handi-basket qui prend de l'ampleur, c'est un sujet signé Aurélie Chiran. C'est la première semaine internationale du handi-basket qui est organisée par l'association Handisport Adapté du Nord, l'Azan. Nous avons décidé de faire cette grande semaine et d'inviter un club australien à venir participer avec les joueurs locaux. Les joueurs locaux qui viennent de tout le territoire puisqu'il y a une équipe du Sud et deux équipes composées de personnes déficientes du Nord. Le club australien qui est venu, il vient de Frenchville, c'est une petite ville au nord de Brisbane, à peu près à 500 km de Brisbane, que nous avions eu l'occasion de rencontrer quand nous sommes allés faire un tournoi en Australie. Ils avaient été champions de l'État du Queensland il y a 2 ans, finalistes l'an dernier, et nous avions sympathisé avec eux, et donc ils ont décidé de venir avec 2 équipes pour jouer contre nous et participer pendant une semaine. Outre le niveau sportif, bien entendu, puisque c'est des équipes qui sont d'un niveau assez fort, bien sûr, il y a l'échange qui est primordial entre nous. Nous sommes allés 3 fois en Australie, ils nous ont reçus. Maintenant, ils viennent ici voir le pays une fois. Donc pour nous, c'est tout bénéfice, le partage est complet. Et puis ils peuvent découvrir notre culture et voir un peu que pas loin d'eux, il y a d'autres façons de penser, d'autres façons de faire, d'autres façons d'agir, d'autres coutumes. L'Azan, cette année, a gagné la Coupe de Calédonie pour le début de la saison. Puis nous avons gagné le championnat de Calédonie de justesse face à l'équipe du CBR de la province sud. Par contre, là, la semaine dernière, c'est eux qui ont gagné les interclubs. Nous, depuis quelques années, on a commencé le handi-basket il y a à peu près 5 ans. Il a fallu tout d'abord passer du loisir et de la découverte à un esprit de compétition, à former une équipe de sportifs qui réellement s'impliquaient dans ce qu'ils faisaient. Donc là, on a réussi. Maintenant, on essaye de monter une 2e et une 3e équipe avec tous nos jeunes qui ont aussi des problèmes.
Et on essaye qu'eux aussi, ils arrivent à avoir une certaine pratique sportive équilibrée. Disons que chez nous, oui, parce qu'on intervient justement avec les classes de jeunes, on essaie de faire participer le maximum de monde. Donc il y a de plus en plus de gens qui sont attirés. C'est un jeu, c'est ludique, c'est pas très compliqué et en même temps c'est collectif. Donc on peut jouer tous ensemble, avoir un état d'esprit qui correspond vraiment aux gens d'ici. Recevoir pendant une semaine 15 personnes d'Australie, plus les gens d'ici, plus les gens du Sud. Donc tous les gens qui nous ont aidés, la province Nord évidemment, la commune de Poindimier, la Ligue calédonienne de handisport et sport adapté, et puis tous nos partenaires privés sur Poindimier. On a réussi à en avoir pas mal de gens qui nous ont aidés et qui nous permettent d'assurer ce tournoi. Notre international pour l'instant, c'est aller en Australie chaque année et essayer de participer à un bon tournoi. On s'aperçoit que notre niveau augmente, mais qu'on est encore très loin du haut niveau, bien entendu. Mais toutefois, on progresse et nos classements dans ce tournoi le prouvent. Après, au niveau international, on essaye, avec les gens du Sud, de monter une équipe de Calédonie handi-basket qui, petit à petit, va devenir de plus en plus compétitive. Elle va jouer ici pendant le tournoi, elle va jouer aussi à Nouméa contre l'équipe australienne. Et donc on essaye que cette équipe puisse petit à petit avoir un niveau suffisant pour avoir des résultats à l'international. C'est bien. Sinon, il faut que tu me préviennes. Tu vois, quand tu sors. Parce que moi, je défends s'ils arrivent à 2 et que toi, t'es pas là. Moi, il faut que tu me dises. Comme ça, c'est lui qui te complète. Toi, t'es sorti en pointe, Ronnie, il prend ta place. Allez, les gars, c'est bien, c'est bien. Ils ont le même travail. Allez, Théo. C'est bon. Moi, je fais partie de l'association handisport du Nord, la ZAN, et je suis le président. Je suis handicapé, j'ai eu un accident et une jambe coupée. On s'entraîne toute l'année, chaque commune. On s'entraîne à Poindimier ou à Koumak ou à Nouméa. L'objectif, c'est qu'on voulait encore plus développer le basket. Faire recruter encore plus de handicapés ou valides, parce que le basket c'est pas que le handicapé, mais on peut faire recruter des valides. On appréhendait un tout petit peu parce qu'ils ont fait, c'est une équipe plutôt musclée, donc on a essayé de s'accrocher au mieux, de faire le mieux qu'on pouvait. Ça se passe bien pour le moment. On a nos entraînements habituels, on n'en a pas rajouté des spécifiques, puisqu'on ne les connaît pas forcément, ces équipes-là. Donc on a fait juste nos entraînements habituels et on est arrivé comme ça. Lorsqu'on a l'opportunité de jouer contre une équipe étrangère comme ça, qui vient du continent voisin, on progresse en un week-end comme on progresserait en 6 mois en jouant entre nous. C'est énorme. C'est formidable de pouvoir jouer tous ensemble contre des équipes australiennes, parce qu'avant, on n'avait que des déplacements vers l'Australie. Donc ça s'adressait à une petite poignée de sélectionnés, à une élite qui le méritait certes, mais tous les autres joueurs sont restés à la maison et ils n'ont jamais cette occasion-là de jouer contre des équipes autres. Et là, avec cette semaine internationale, on les invite et tous ces jeunes-là qui ne seront jamais partis en Australie dans ces prochaines années, ils s'éclatent contre les Australiens, ils progressent. Donc ça apporte énormément au basket au niveau de la base. Moi je m'adresserai surtout à toutes ces personnes ayant un handicap et qui ne sortent pas trop de chez eux. Oser, essayer, c'est pas forcément du sport de haut niveau qu'il faut faire, il faut bouger, il faut sortir un peu de l'isolement et s'amuser. Donc venez faire du sport. Voilà un sujet signé Aurélie Chiron. Donc c'était sur le premier tournoi international du pays d'handi-basket. Un tournoi qui a vu la victoire à domicile du club du Sud, le CBR, le club basket rugby. Donc voilà, le CBR, félicitations, qui termine sa saison sur une bonne note, sachant que cette année, c'est le club d'Azan qui a raflé les 2 titres, Coupe Calédonie et Championnat
encore une fois, félicitations. Alors, est-ce que les règlements sont les mêmes que pour les basketteurs valides? Les règles sont les mêmes, c'est, je veux dire, 3 secondes dans la bouteille. Enfin, c'est pratiquement les mêmes règles, à quelques exceptions près. Alors, seules les personnes à handicap peuvent participer? Ben non, justement, voilà, quand je parlais d'exception près, c'est on peut intégrer une personne valide au sein de l'effectif. Ça, c'est le règlement, je dirais, qui est pratiqué en Australie, à Brisbane. Donc, nos clubs d'ici, comme ils participent au tournoi de Brisbane, ben, ils s'adaptent au règlement de l'Australie. Mais après, le championnat en N2, il propose des règles différentes au niveau du lancer, au niveau du shooter. Je pense qu'une personne valide, ou quand elle lance, quand elle effectue, quand elle marque un panier, le nombre de points, il est de 1, je ne sais plus trop, je risque de dire des bêtises. Par contre, si une personne invalide, c'est une personne à handicap, excusez-moi, marque un panier, je pense que là, en fonction de la gravité, du degré de son handicap, le point, il peut partir de 3, 4, 5, 6 points. Donc, voilà, mais à confirmer. Mais en tout cas, nos joueurs, nos basketteurs, ils se sont adaptés au règlement du championnat d'Australie de Brisbane. Alors, à part les déplacements sur Brisbane, quels sont justement les prochains rendez-vous de nos rois du shoot? Tu viens de le dire, donc le prochainement sur l'Australie, l'année prochaine, en juin. Et puis après, c'est le championnat, c'est la Coupe Calédonie. Et puis c'est surtout la progression pour l'année prochaine qui attend les hommes d'Adrien Abdoel, donc évoluer pour essayer de participer au championnat N2 de métropole. Ça reste tout de même l'objectif des joueurs d'Adrien Abdoel, de nos équipes du Nord et du Sud, et puis également de la sélection calédonienne. Puis là, je dirais qu'à tous les licenciés, là, il y a des places à saisir, donc n'hésitez pas, et puis bon courage pour les entraînements. Voilà, donc merci Jimmy. Je tiens quand même à, encore une fois, féliciter nos joueurs du CBR, et puis c'est magnifique de voir une discipline comme le handi-basket prendre de l'ampleur. Voilà. C'est une discipline qui arrive à s'implanter, et puis Adrien Abdoel me disait durant notre entretien que cela a fait plaisir de voir qu'il y avait du monde qui sont venus assister par curiosité, ou des personnes, des supporters fidèles qui sont venus voir les matchs, et puis bon, c'est une véritable réussite, et puis chapeau à cette discipline qui arrive tout doucement, mais qui commence à se faire parler d'elle. Espérons que l'année prochaine, PNJ 2015, on aura la sélection d'handi-basket. Pourquoi pas? C'est tout le mal que je souhaite aux basketteurs calédoniens, handi-basket. Voilà, moi je souhaite tout le bien, et puis bon courage, bonne préparation. Merci Jamie. Merci à Elise, et puis merci à tous. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique Job et Éducation. Voilà, donc on vous l'avait promis, on tient parole, Marie-Hélène. Donc aujourd'hui, avec toi, nous revenons sur la fête de la nature, un événement qui avait été organisé pour les stagiaires du chantier environnement de Bopop. Donc ils présentent leurs travaux après 8 mois de formation, et puis c'était un plaisir de les suivre durant tout ce temps. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Élise, et bonjour à vous chers téléspectateurs. C'est vrai que vous avez dû apprécier aussi comme Élise cette série sur les stagiaires du chantier environnement. On a pu montrer leurs efforts, leur progression. Exactement, tout le travail qui a été fourni durant la formation, durant la découverte de métier. Et donc cette fois-ci, on va les rejoindre tout à l'heure lors du Festival Nature. Et la dernière fois qu'on en avait parlé, tu te souviens Élise, ils passaient leur examen pour décrocher le certificat de formation générale. Alors justement, est-ce qu'on connaît les résultats de l'examen? J'espère qu'ils ont tous... Ils ont tous eu cet examen. Eh bien, oui, on a les résultats, Élise. Alors, sur les 12 stagiaires, 8 ont décroché le fameux certificat de formation générale, qui est donc la porte ouverte vers d'autres formations. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour vous, chers stagiaires. Et puis, il faut savoir que, Laurent Campos, qui est donc un des formateurs, pensait que 7 allaient décrocher le certificat. Finalement, tu vois, ses espoirs ont été du coup dépassés, puisqu'ils sont 8 au total. Donc, c'est une belle victoire. Alors, pour ceux justement qui ne l'ont pas décroché cet examen, est-ce qu'il y a des possibilités de repasser? Alors oui, figure-toi que la direction d'information de la province Nord, en fait, organise une session certificat de formation générale. Il y en avait une, par exemple, cette année qui était prévue, qui s'est déroulée d'ailleurs. Donc ensuite, pour savoir, je pense, pour l'an prochain, s'il y a une nouvelle session qui va être proposée, il faudra se rapprocher de la DEFIGE, donc de la direction d'information de la province Nord, puisque via des organismes de formation,
formation, les personnes qui sont intéressées peuvent se faire connaître et donc participer à cette session. On peut également se rapprocher de des structures qui sont dédiées à l'emploi pour s'inscrire en fait. Alors cette fois, donc, nous allons découvrir ce qui s'est passé lors du festival Nature. Donc ceux qui n'ont pas pu s'y rendre, justement, seront ravis de découvrir l'ambiance et ce qui était proposé ce jour-là. Oui, Élise. Alors juste pour donner un petit peu un avant-goût de ce que vous allez découvrir dans le reportage, il faut savoir que durant cette journée, les jeunes, donc les stagiaires, ont pu rencontrer justement les visiteurs. Donc il y a un échange et de la rencontre voilà, qui s'est donc produit durant cette journée-là. Certains stagiaires ont même pris la parole pour expliquer en fait, voilà ce qu'ils avaient fait. Donc tu vois, c'est génial, ils ont osé aller à la rencontre de l'autre, donc ça c'est aussi une grande surprise, et puis les formateurs étaient ravis, puisque c'était eux en fait qui étaient à l'initiative de l'organisation de ce festival Nature, pour que les jeunes présentent le travail qui avait été fourni durant tous ces mois. Alors dis-nous, avant que l'on voit justement le reportage, dis-nous si tu as pu avoir quelques infos sur le déroulement de la journée. Alors pas mal d'animations ont été prévues, Élise, notamment des démonstrations de réalisation de buttes permanentes, qui est vraiment un système de culture, on va dire biologique, écologique. On va découvrir ça dans le reportage tout à l'heure. On parle de permaculture. Il y avait aussi la démonstration de sculpture. Et puis, les visiteurs ont pu aussi bénéficier d'animations culturelles, puisqu'il y avait des concerts, il y avait également des tournois sportifs qui étaient prévus aussi en parallèle avec le festival Nature. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que les visiteurs de la région, mais aussi les habitants d'un tribu, étaient présents. Donc, tout le monde a participé. Exactement, ils ont pu vraiment échanger, poser des questions et tout ça. Mais je te propose qu'on aille directement à Beauport. Je veux bien. Grâce à Aurélie Chiron, on découvre de suite la journée porte ouverte. Cette démonstration, elle consistait à sensibiliser les visiteurs sur un petit peu la spécificité de ce jardin qui est entièrement naturel. On n'utilise pas de produits chimiques, donc ça c'est les techniques d'agriculture biologique. Donc en particulier, au lieu d'utiliser des insecticides chimiques, on prépare des purins de feuilles qu'on fait macérer pendant plusieurs jours, et ensuite on pulvérise ce purin sur les végétaux pour repousser les insectes. La deuxième caractéristique de ce jardin, c'est que c'est un jardin de culture permanente, c'est-à-dire qu'on va pouvoir cultiver cet espace 15 années au même endroit et que le sol ne va pas perdre en fertilité, au contraire, au fur et à mesure des années, si on le gère correctement, le terrain va gagner en fertilité. Cette technique qui permet de cultiver au même endroit sur la durée, c'est la technique des cultures, des buttes permanentes, donc où on enfouit de la matière organique dans le sol. Cette matière organique va se décomposer progressivement dans le temps et venir nourrir les plantes. Donc il était important pour nous aujourd'hui de montrer ces deux techniques qui sont un petit peu caractéristiques de la façon de travailler un jardin naturellement pour produire des légumes qui soient sains et bons pour la santé. Ces bougies-là, on la fait fondre dans une casserole. Il faut que c'est à 80 degrés. Ensuite, on met dans une bouteille pour ensuite chavirer dans une moule. Après, on attache avec des élastiques autour. Le temps que ça durcit, après, on remet dans un congélateur. Pour ça durcit encore plus. On a mis au moins 2 semaines, 3 semaines. C'est les semaines que les formateurs de l'apiculture sont là. On fait les bougies. Mon ressenti, il est très positif par rapport à ce chantier. Il est positif déjà pour les jeunes, même si tous n'ont pas encore un projet très clair. Tous ont progressé par rapport à celui-ci.
Ils ont aussi progressé par rapport à leur confiance en eux, dans leur relationnel aussi avec leur entourage. En premier lieu avec les gens de la tribu. Je crois que voilà, aujourd'hui ils sont d'une certaine manière valorisés et ils ont plus leur place au niveau de la tribu, ils sont reconnus par rapport au travail qui a été fait. Aujourd'hui, ce qui était impossible lorsqu'on a démarré, il y a des jeunes qui ont pris la parole devant tous les invités qui étaient là pour présenter leur parcours et ce qu'ils faisaient, avec pour certains beaucoup de talent et beaucoup d'humour. Et ça, c'était quelque chose qui était impossible il y a quelques mois, quoi. Le bilan, il est aussi très, très positif. C'était une première, quelque chose d'expérimental, de mettre en place ce type de projet en tribu, qui vise des secteurs d'activité économique à développer en tribu. Donc quelque part, on prenait un risque, on avançait un petit peu à l'aveuglette. C'est plusieurs dizaines de partenaires qui sont venus de manière très désintéressée, bénévolement, apporter leur soutien, leurs conseils, des dons. Donc tout ça, c'est plus que positif et voilà, c'est une grosse satisfaction. Voilà, donc l'organisation de cette journée était comme une sorte de récompense pour les stagiaires. Et puis entendre également que le bilan du chantier environnement était positif. En tout cas, ça fait chaud au cœur pour nous qui les avons suivis, mais surtout pour eux, surtout pour ceux qui ont eu leur examen. Et puis c'est un sacré encouragement encore, on va dire, pour les stagiaires. Oui, puis tu as vu, le jardin a été vraiment... voilà, un peu l'attraction de la journée. Une bonne production. Oui, tu as vu ça. Et puis, je pense que le côté activité écologique a intéressé les personnes, parce qu'on le sait aujourd'hui, c'est quand même un enjeu de demain qui intéresse beaucoup de personnes. Il faut quand même qu'on mange sain pour préserver notre santé. Donc, c'était bien de montrer justement tout ce qui peut se faire au jardin. Et puis, bien évidemment, les jeunes, ils ont été valorisés. Oui. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Et puis, reconnus aussi au sein de la tribu, voilà, de par leur action, de par leur participation à ce chantier environnement. Donc voilà, tout est positif. Et puis c'est surtout un exemple pour les autres jeunes de la tribu qui vont vouloir justement faire le même pas. Alors est-ce que les stagiaires qu'est-ce qu'ils ont prévu pour la suite ? Alors, pour la suite, si tu veux déjà, ils ont récolté quelques gains lors de la journée. Exactement. Donc, certains ont prévu de mieux s'équiper pour poursuivre justement leur travail au jardin, pour ceux qui vont se destiner au maraîchage. Ensuite, les autres avaient prévu de financer leur permis de conduire, mais il se trouve que jusqu'à la fin de l'année, ils peuvent bénéficier, tu sais, de cours gratuits. Oui, gratuits. Voilà. De la chance. À l'auto-école, donc après, peut-être qu'ils vont utiliser cet argent-là pour autre chose, mais en tout cas, tu vois, ils ont vraiment envie d'utiliser cet argent à bon escient, donc ça aussi, c'est une bonne chose. Alors, je sais que les coutumiers aussi ont été satisfaits du résultat. Donc, quelle suite pense-t-il donner justement aux activités écologiques qui sont nées du chantier environnement ? Alors, Laurent Campos, justement, le disait que les coutumiers souhaitent justement poursuivre et suivre donc, les travaux au niveau donc, de l'apiculture et donc, du maraîchage, donc du jardin. Donc, ça, c'est génial. Et ensuite, ils vont les accompagner, ils vont accompagner les jeunes, on l'espère, dans leur projet. Alors, rappelle-nous un peu les projets des stagiaires. Alors, sur les 12 stagiaires, 5 prévoient donc de poursuivre une activité écologique en tribu. N'oublions pas que c'était l'objectif aussi de ce chantier découverte de métiers. Donc, il y en a 2 qui vont donc se dédier à l'apiculture, qui vont développer leur savoir-faire dans ce domaine-là. 2 autres qui vont se consacrer au maraîchage. Et puis, un stagiaire qui a un projet d'ouverture d'un commerce de proximité donc à la tribu. Donc, c'est innovant et c'est intéressant aussi pour le bien-être de tous. Ensuite, les 7 autres, ils veulent intégrer une formation Élise. Donc, il y en a une qui va se diriger vers le service à la personne, un autre stagiaire vers la menuiserie,
menuiserie, il y a également la mécanique qui a intéressé aussi certains d'entre eux, et puis la maintenance aussi industrielle, qui est voilà, un secteur qui a intéressé aussi un des stagiaires. Ce secteur-là, figure-toi qu'il l'avait découvert lors d'une visite d'un centre de formation, parce qu'ils sont aussi sortis à l'extérieur, visiter des centres de formation. Donc, voilà. Bon, en tout cas, ce qui est important, c'est qu'ils ont des projets, hein, parce qu'après avoir eu justement leur diplôme, c'est qu'ils puissent continuer et puis avoir cette motivation-là. Donc, après avoir passé 8 mois ensemble, bon, on s'attache, on devient copains, on se partage tout. Donc, ça va leur faire bizarre, hein, aux stagiaires comme aux formateurs d'ailleurs, de ne plus se voir. Est-ce qu'il y aura un suivi? Est-ce qu'un suivi est prévu? Oui, c'est prévu, Élise, et même c'est indispensable, hein, comme le disait justement l'Eurocampos, le formateur, pour justement apporter des conseils au coup par coup aux jeunes qui vont poursuivre le montage de leur projet, qui vont poursuivre leur formation. Et puis, en ce qui concerne l'apiculture, par exemple, il y a M. Salinier qui était un informateur qui a prévu de suivre les 2 jeunes qui vont se dédier à l'apiculture. Et puis, bien évidemment, il y a des conseils qui vont être donnés à tous les stagiaires qui le souhaitent, et de manière bénévole. Donc, tu vois, il y a vraiment une envie d'accompagner les stagiaires sur le long terme. Ensuite, on peut dire que, voilà, ce qui est génial, c'est que tout le monde a retiré quelque chose de bénéfique durant ce chantier environnement, les adultes comme les stagiaires. Donc, voilà, c'est du bien-être et du bonus pour la suite, parce que qui sait, peut-être qu'il y aura d'autres expériences, d'autres chantiers à venir. Et puis les coutumiers, je pense qu'ils ont aussi appris beaucoup de choses. Donc après avoir monté ce projet, ils ont la preuve que ça va marcher pour les autres jeunes de la tribu qui pourront suivre leur chemin. Donc les coutumiers pourront faciliter les choses, les aider dans leur démarche sur les demandes qui peuvent être aussi faites. Tout à fait, Élise. Et ça, c'est vrai que d'être entouré, d'être accompagné, ça favorise la réussite. On le sait. Donc, c'est l'idéal. Ensuite, voilà, le jeune, lorsqu'il sera vraiment à l'aise, qu'il aura de toute façon mis en place les choses, et voilà, tout un tas d'activités vont pouvoir se développer. Il pourra donc travailler au sein de la tribu. Il pourra y rester. Voilà, un environnement qui est quand même agréable pour vivre au quotidien. Donc finalement, c'est un plus pour l'avenir. C'est un challenge aussi de poursuivre la formation, de continuer aussi à rencontrer des professionnels pour continuer à apprendre toujours plus de choses. Donc voilà, on leur souhaite en tout cas bon courage à tous et une bonne continuation dans la réalisation de vos projets. Voilà, donc ça prouve que la formation, c'est le savoir, et le savoir pour réussir dans la vie active. Merci Marie-Hélène. Avec grand plaisir, Élise. Au revoir. Allez, on retrouve notre rubrique fin bon. Alors, c'est l'été, on adore consommer des produits frais. Donc, aujourd'hui, je vous propose dans notre rubrique fin bon, donc la recette d'un dessert, donc la coupe printanière aux fraises. C'est tout de suite sur NCTV. Bonjour, je suis Hervé Bégoc, le chef du Cognambo à Koné, et aujourd'hui je vais vous préparer une coupe printanière. Donc pour ce faire, nous allons avoir besoin de fraises, de sucre, quelques épices. Pour la tuile, on va avoir besoin de sucre glace, de la purée de fraises, de la farine et un petit peu de beurre pommade. Et ensuite, pour la gelée au thym et au citron, donc nous allons avoir besoin de jus de citron, de sucre, d'eau, de thym frais et de gélatine. Voilà, alors je vais commencer par m'occuper de mes fraises avec le sucre et les petites épices. Donc, alors pour les fraises, je vais couper les feuilles et je vais couper ensuite en 8, donc en 2 dans la hauteur et ensuite des petits morceaux de 4. Voilà. Donc on a nos fraises taillées, je vais rajouter donc, une belle pincée d'épices. Alors pour les épices, j'ai un mélange déjà tout fait ici, donc vous pouvez le faire à la maison avec, on va dire, 2 pincées de cannelle moulue, 2 pincées d'anis vert moulu également, et des zestes d'agrumes séchés. Voilà. Donc ensuite vous rajoutez une cuillère et demie à soupe de sucre. Vous mélangez bien.
le sucre en fait fera sortir l'eau de la fraise et va la rendre plus moelleuse. Voilà, donc on va la laisser sur le côté pour le moment. Ensuite, on va passer à la préparation du sirop. Donc pour ce faire, on va commencer avec 200 g d'eau. Ensuite, je vais rajouter mon jus de citron. Un petit peu de sucre. Et pour finir, quelques feuilles de thym frais. Alors si vous avez la possibilité d'avoir du thym citronné, c'est celui que j'ai actuellement. Il est très très bien, avec le citron, il va renforcer encore la saveur du citron, mais sans gagner d'acidité, donc il est vraiment intéressant. Donc là on va juste porter notre liquide à ébullition. Pendant ce temps, je vais mettre ma gélatine à tremper dans l'eau glacée. Alors dans l'eau glacée, c'est très important, surtout en Calédonie, pendant l'été par exemple. Si vous mettez la gélatine à tremper dans l'eau du robinet, elle aura tendance à se dissoudre directement, ce sera beaucoup trop rapide et beaucoup trop chaud. Donc pensez toujours à mettre une petite poignée de glaçons en plus, comme ça fait une sécurité. Donc c'est vraiment rapide, surtout que là j'ai des feuilles assez fines. Donc c'est le temps d'une petite minute pour bien y ramollir. Donc vu la quantité de liquide, ça bout quand même assez rapidement. Donc ce que je vais faire, dès que j'ai une grosse ébullition, je vais tout stopper. Voilà, nous y sommes. Je vais carrément éteindre le feu et là je vais laisser reposer 5 minutes. Donc je vais directement mettre ma gélatine à chaud. Voilà, comme ça elle sera dissoute. Donc dans mon liquide chaud, je les dépose délicatement, tout en remuant pour bien la dissoudre. Voilà. Donc je rappelle, la gélatine elle va agir à froid, donc là à chaud on ne se rend pas compte que le liquide a épaissi. Par contre dès qu'il aura refroidi, ça vous fera une gelée normalement, on va dire en cuisine on dit tremblante un peu, donc pas trop ferme non plus. Donc je vais laisser reposer comme ça et infuser donc 5 minutes. Pendant ce temps, je vais préparer mon appareil à tuile donc pour la décoration de ma coupe. Alors pour ce faire, je vais commencer avec mon sucre glace, ma farine et le beurre. Donc le beurre en premier. Vous pouvez faire le mélange à la cuillère, ce sera parfait. Donc vous écrasez bien votre beurre. Vous rajoutez votre sucre glace. Là vous obtenez un mélange assez compact. Faire bien attention de casser des fois les petits amalgames de sucre glace. Voilà, bien les écraser à la cuillère. Ensuite vous rajoutez votre purée de fraises. Pareil d'un coup. Donc vous remélangez bien à nouveau. Ce n'est pas nécessaire que ce soit trop homogène. Et là, vous rajoutez votre farine pour terminer. Et pareil, vous mélangez. Donc là, vous obtenez un mélange qui est quand même lisse, très onctueux, même voire épais. Voilà. Et donc ça nous servira à faire nos tuiles pour la décoration. Donc à cuire au four. Voilà. Je vais laisser ça de côté. Pendant ce temps, je vais récupérer ma gelée. Donc alors pour la gelée, voilà, ça a fusé un petit peu. À l'aide d'une petite passette, je vais récupérer mon liquide. Sans que les feuilles ne passent. Donc j'ai ma gelée, je vais en verser un petit peu dans ma coupe à dessert. Voilà, donc vous pouvez verser
1 cm environ, voilà. Et nous allons réserver tout ça au réfrigérateur. Donc pour les tuiles, il vous faut un petit gabarit. Donc là personnellement, je l'étais dans un couvercle de boîte à glace en plastique assez rigide. Donc c'est très pratique. Vous disposez votre appareil à tuiles. Voilà. Par sécurité, il vaut mieux en faire 2 ou 3 parce que ça a tendance à casser toujours. C'est très délicat. Voilà, donc je vais recommencer l'opération. Par contre attention parce qu'elles ne tiennent pas l'humidité, donc faites-les au dernier moment. Voilà, donc là on va enfourner. Voilà, donc après cuisson, elles sont légèrement dorées. Donc très fines, très fragiles, il va falloir faire attention. Vous les roulez autour du verre. Voilà, donc là on est sur la bonne texture. Vous les roulez sur le verre. Donc maintenant qu'on a notre tuile, on va passer au dressage du dessert. Ok, alors la gelée est prête, on va passer au dressage. Donc on a la coupe avec la gelée. J'ai pris une petite feuille de menthe. Voilà. Alors on va disposer nos fraises au-dessus de la gelée avec le petit jus. Délicatement pour ne pas casser la gelée, voilà. Alors ensuite je vais rajouter une boule de glace. Alors ici j'ai prévu un sorbettin citron fait maison. Voilà, que nous allons disposer. Alors une petite technique, pour décoller la boule de glace, vous frottez la cuillère dans votre main, vous la faites légèrement chauffer et normalement ça se décolle tout seul, voilà. Ensuite vous posez la menthe par-dessus et enfin la tuile, donc délicatement vous la posez au-dessus de la glace et voilà. Bonjour Camille, alors aujourd'hui tu vas nous parler d'un homme hors du commun qui a marqué l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Oui, bonjour Élise, bonjour à tous. Effectivement, je vais vous parler de James Paddon, ce santalier donc, qui s'est installé sur l'île Nou. Et c'est lui qui avait à l'époque emmené les premiers bovins, les premiers chevaux sur le territoire. Alors pour mieux comprendre son installation, il faut que je vous explique un petit peu qu'est-ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie à cette époque. Alors on va remonter dans le temps jusqu'en 1774. Et bien James Cook découvre la Nouvelle-Calédonie. Donc les Anglais vont arriver petit à petit sur le territoire, notamment avec les teachers de la London Missionary Society. Ils vont donc s'installer dans les îles Loyauté afin d'évangéliser les autochtones. Nous sommes donc en 1840. Du côté des catholiques, c'est la même histoire avec les frères maristes. C'est donc les premiers contacts. Voilà, c'est donc les premiers contacts des missionnaires et en parallèle de ça, il y a aussi les premiers contacts avec les marchands, donc les baleiniers, les santaliers en 1841. Et aujourd'hui, donc tu vas nous parler justement des santaliers, donc James Paddon. Alors dis-nous tout sur ce personnage emblématique de cette époque où l'audace, le courage et l'intelligence, on va dire, transformer des vies. Alors d'où vient-il? Eh bien voilà, on va tout vous dire sur James Paddon. Donc, Paddon est né à Portsmouth, donc en 1816, c'est en Angleterre, et on croit savoir qu'au début de sa vie, Paddon a travaillé dans la marine royale britannique. Mais ce qu'on connaît le mieux, c'est son histoire à partir de 1842-1843, où il se fait donc santalier. Comme on l'a dit, comme tu l'as dit, il fallait beaucoup d'audace et d'intelligence. Et bien James Paddon, lui, il va se lancer dans le commerce triangulaire dans le Pacifique Sud. D'accord. Alors comment se passe justement son commerce? Eh bien alors son commerce, donc il allait d'abord chercher du métal aciné. Il troquait ce métal contre du bois de santal. Ce bois de santal est donc ramené en Chine pour le troquer contre du thé, et le thé repartait jusqu'en
en Australie et ainsi de suite. Alors, où est-ce qu'il faisait justement son commerce? Eh bien, son bois de santal, il faut savoir que James Paddon, c'est lui qui va installer la première station aux Nouvelles-Hébrides en 1844. Il va avoir 3 autres stations aussi à l'île des Pins. Les stations, c'était là où les santaliers venaient pour chercher de la nourriture et bien sûr le bois de santal. Donc 3 stations, il va en avoir aussi à l'île des Pins en 1851 et des stations d'ailleurs qu'il va devoir céder à un autre santalier, un certain monsieur Towns en 1856. Et vu que ses affaires marchent plutôt bien, eh bien James Paddon va décider de s'installer à l'île Nou en 1854 et donc il va créer plein d'établissements de commerce, d'élevage et donc c'est lui en particulier qui va aussi participer activement au développement de la Nouvelle-Calédonie. Alors, mais qu'est-ce qui se passe en parallèle de tout ça en Nouvelle-Calédonie? Eh bien, l'administration française veut faire venir des colons en Nouvelle-Calédonie. Donc, pour rappel, en 1853, c'est la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France. L'amiral Fébrière d'Espointe débarque à Balade, à l'extrême nord de la Grande Terre, et le 2 septembre 1863, un décret impérial déclare que la Nouvelle-Calédonie sera une colonie pénitentiaire. Effectivement, la France veut un petit peu faire comme l'Angleterre avec l'Australie, où ils ont envoyé des prisonniers travailler les terres. Donc la France veut faire un petit peu la même chose ici, mais où mettre ces bagnards ou mettre ces prisonniers en Nouvelle-Calédonie, l'administration décide de faire ça sur l'île Nou. Alors, mais on sait que James Paddon s'est installé sur l'île Nou depuis 1854. 54. Donc, vu que l'administration veut ces terres, James Paddon va donc vendre ses infrastructures à la France et en contrepartie, l'administration va lui attribuer des terres. Donc, à Païta, en 1858, il reçoit 4000 hectares et avec lui, 18 familles australiennes vont venir s'installer. Donc c'est le début de la colonisation. On parle des colons Paddon. D'accord. Donc je ne vais pas vous en dire plus. Je vais vous laisser découvrir en images l'histoire de James Paddon. Nous avons donc retrouvé un descendant, Ronald Martin. Je vous laisse regarder tout ça. C'est un reportage. Regardez, c'est signé Alexandre Sigura. Eh bien, James Paddon était un aïeul, c'était le frère de mon arrière-grand-mère et c'est un homme que, tout jeune, j'ai été, si vous voulez, intrigué par sa personnalité et c'est pourquoi je m'y suis tout au long de ma vie intéressé. La tenue de cette exposition était très importante pour moi et pour la famille Martin, parce que malheureusement, beaucoup de choses erronées ont pu être dites par rapport à ce qui se passait souvent avec d'autres trafiquants, puisque c'est comme ça qu'ils étaient nommés à l'époque. Paddon a interdit à son équipage de tirer en direction du rivage alors qu'il quittait Maré, où il avait perdu 17 hommes. D'ailleurs, des écrits que l'on a retrouvés, et notamment d'un pasteur qui a écrit par la suite que l'attaque du brigand à Maré n'avait pas été provoquée par aucun mauvais traitement de la part de Paddon ou aucune attitude belliqueuse de la part de son équipage.
James Spadon est né en Angleterre, à Portsmouth, dans les quartiers proches du port de guerre de Portsmouth. Et Spadon s'est intéressé aux métiers de la mer. Il s'est même passionné pour les métiers de la mer. Et c'est pour cela qu'à l'âge de 12 ou 13 ans, il s'est engagé dans la marine royale. On le retrouve après commerçant sur les côtes chinoises et dans le Pacifique. Ensuite, il s'est mis à son compte et s'est intéressé tout spécialement au trafic du bois de santal qu'il récoltait dans le Pacifique principalement. Il s'est venu s'installer en Nouvelle-Calédonie, d'où il avait obtenu du chef Coindeau, pour quelques objets de troc, le droit de s'installer à l'île Nou. Il a continué son commerce du santal dans le Pacifique, la région. Il a créé plusieurs comptoirs en Nouvelle-Calédonie et ailleurs, à l'île des Pins principalement. Et puis, lorsque la mission Tardy de Montravel, cherchant un port abrité pour y installer la capitale Port-de-France, ils ont découvert Spadon déjà installé sur l'île Nou. Il y élevait même un troupeau de bovins. Il a obtenu un contrat de fourniture de viande au gouvernement. Il a, à ce moment-là, fait la demande d'une concession aux conditions du contrat Brown et Byrne. Et c'est ainsi que 4000 hectares lui ont été proposés à condition qu'il installe une vingtaine de colons auxquels seraient donnés 20 hectares à chacun. Et si les conditions étaient remplies au bout de 5 années, il pourrait bénéficier d'un titre définitif. De là, Spadon les a installés. Il avait certainement de grands projets de développement sur cette concession de Païta. Malheureusement, miné par le paludisme, et il a succombé à des problèmes pulmonaires qui l'ont emporté en février 1861. James Spadon a été un homme exceptionnel. Dans la famille, il était considéré comme un homme assez secret, peu soucieux de lui-même, mais un homme honnête et un homme humain. Il a justement, par ce caractère, par sa façon de traiter les gens, il a pu s'attirer la sympathie de tout le monde, et même des Mélanésiens auxquels il a eu affaire. C'est un homme qui a marqué la Nouvelle-Calédonie, c'est un homme qui a participé à son développement. Je voudrais citer M. Bernard Brou, qui a écrit dans la revue de la Société d'études historiques calédoniennes, en parlant de James Spadon, un grand Français, un grand Calédonien.
Alors Camille, peux-tu nous préciser une petite chose? La tombe de James Spadon est classée monument historique, raconte. Exactement, elle est classée monument historique. En mars 2012, la province sud l'inscrit au patrimoine historique de la Nouvelle-Calédonie. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que James Spadon est mort en 1861 d'une infection pulmonaire. Il a été enterré au cimetière de la vallée du Tyr. Mais en 1868, la France va organiser le transport de sa sépulture sur sa propriété à Païta. Donc aujourd'hui, il se trouve dans le cimetière privé de sa famille. Mais sa tombe a été rénovée cette année-là. Exactement, elle a été rénovée récemment par un tailleur de pierre, Bernard Le Chiguereau, un spécialiste dans la restauration des bâtiments bâtis. Et donc, dans mes petites recherches, j'ai appris une toute petite chose intéressante. Vas-y, raconte-nous. Dans une interview menée par Françoise Traumer pour les Nouvelles Calédoniennes, le tailleur de pierre témoigne, je cite, « J'avais déjà fait de la restauration de monuments funéraires, mais je n'étais jamais tombée sur le propriétaire. » Et oui, effectivement, il y avait une petite ouverture sur la pierre, donc il faut savoir que ce qu'on apprend aussi dans cet article, que les ossements de James Spadon ont été confiés à l'Institut archéologique de la Nouvelle-Calédonie et ils ont fait plein de petites manipulations, plein de petites études. Alors, et qu'est-ce que nos archéologues ont trouvé? Les archéologues ont trouvé que James Spadon mesurait 1,67 m et qu'il était mort à l'âge de 49 ans. Rien qu'avec les os. Et justement, est-ce qu'il y a plus, pour ceux qui veulent avoir plus d'infos, où est-ce qu'ils peuvent aller se renseigner? Pour plus d'informations, juste petite précision, il faut savoir que les ossements, ils ont été remis dans la tombe de James Spadon. Voilà, aujourd'hui, ils reposent en paix. Donc voilà, pour plus d'informations, si on veut aller plus loin sur l'histoire de ce Santalier, je vous invite à lire un livre. Ça s'appelle « Ils étaient venus chercher du Santal ». C'est une étude sur le trafic de bois de Santal en Nouvelle-Calédonie et c'est réalisé par Dorothy Schinberg et c'est édité à la Société d'études historiques de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc une petite histoire de notre pays. merci Camille. Merci Elise, à bientôt. Voilà, c'est avec la rubrique « C'était hier qu'on se quitte ». Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette émission. Tata à tous.